Ne faites surtout pas comme les Beatles. Ne séparez jamais le groupe. Séparer le groupe. Ce que j'entends par là, c'est quand on a un groupe d'aventuriers qui décident, pour une raison ou pour une autre, de se séparer en deux groupes. C'est un conseil qu'on donne souvent aux maîtres de jeu débutants. C'est même presque une loi non écrite de Donjons Dragons. Il ne faut jamais séparer le groupe. Je pense que tout le monde sait ça un petit peu. On le sait d'instinct parce que deux gros désavantages à séparer un groupe de joueurs. Premièrement, les joueurs sont plus vulnérables. Alors quand on sépare le groupe, par exemple, le roublard veut absolument aller explorer seul les souterrains que vous venez de découvrir sous la taverne du village, pendant que le reste du groupe fait « Ok, fais ça, nous, on va aller voir le magicien dans la tour, là-bas en campagne. » Là, le groupe est soudainement séparé. Pourtant, on se rappelle, tous les joueurs sont toujours autour de la même table. Le problème, c'est que si vous avez un gros monstre dans les égouts, forcément, le roublard va avoir de la difficulté à le vaincre seul et il va forcément mourir. Que va-t-il arriver de la sacro-sainte équilibre du jeu? Il y a un deuxième gros désavantage à la séparation d'un groupe, c'est que les joueurs vont peut-être avoir moins de temps de jeu. Donc, si effectivement le roublard tombe dans des pièges, explore des tunnels, découvre des trésors, affronte des monstres, bien, le reste du groupe va être un petit peu en carafe. Pendant ce temps-là, ils vont le regarder agir, hocher la tête, donner quelques conseils, mais ils vont s'être déplacés un peu pour rien si vous ne les faites pas participer. Donc, on ne sépare jamais le groupe, c'est comme ça que ça se passe, prenez pas de risques, puis vous allez avoir du plaisir. Fin de la vidéo. J'aimerais quand même aujourd'hui vous donner quelques petits conseils si vous êtes un tannant ou une tannante et que vous voulez quand même essayer de séparer votre groupe pour faire vivre des aventures peut-être un peu plus complexes, un peu plus nuancées. Puis je vais vous dire pourquoi ça peut être vraiment le fun, même un peu augmenter la qualité de votre partie en séparant votre groupe. Ça peut vraiment vous donner un gros avantage. De un, parfois, c'est plus cohérent avec l'histoire qu'on raconte. Moi, ça m'est arrivé fréquemment, là, surtout dans des histoires un peu plus émotives. Par exemple, dans notre campagne de Vampire, la Mascarade, il y avait des moments où ça faisait pas de sens qu'un monstre innommable comme Ratso accompagne Géant voir sa famille à l'hôpital. Vous comprenez? Il y a des situations dans lesquelles, oui, si on veut vraiment éviter la séparation du groupe, on va trouver une solution. Ça peut même être intéressant que le groupe reste ensemble pour aller à l'hôpital rencontrer la famille dans un moment intime d'un des personnages. Mais des fois, ça ne fait pas de sens. Fait que déjà, d'avoir la possibilité de séparer le groupe, ça nous donne la possibilité de vivre une scène un peu plus intime, où le personnage peut avoir un tête-à-tête avec un ami ou un personnage qui est proche pour lui. Fait que déjà, la cohérence, des fois, nous pousse à séparer le groupe, puis il ne faut pas se battre contre ça. Des fois, si ça fait vraiment du sens que le roublard aille dans une mission solo d'exploration, ça peut être réellement une session unique et incroyable s'il n'est pas accompagné par le paladin en armure. Il va faire du bruit, c'est sûr qu'il va être détecté. Donc ça, c'est l'avantage de la séparation du groupe au niveau de votre histoire. Mais ce qui est vraiment le fun quand on roule le jeu puis qu'on sépare le groupe en plusieurs petites sections, là, c'est qu'on peut faire du montage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne fait pas du vrai montage vidéo, mais mettez-vous dans la peau justement d'un monteur. Là, imaginez dans les films ou dans une série télé où on a parfois une trame A puis une trame B, puis on va passer de la trame A à la trame B pour dynamiser notre récit. Mais vous pouvez créer ces moments-là, vous aussi, dans votre partie de jeu de rôle. C'est-à-dire quand le groupe reste ensemble, on passe d'une scène à l'autre de façon assez linéaire. On finit l'exploration des égouts, on s'en va voir le magicien, mais on ne crée pas le petit moment cliffhanger. Vous savez, le moment où on est excité de voir la suite, typiquement, ce cliffhanger-là arrive à la fin d'une session de jeu, mais là, en séparant le groupe, vous pouvez le faire au plein milieu d'une partie et même plusieurs fois. Imaginez justement, le roublard part en solo dans les égouts. Vous lui dites, OK, vous explorez les tunnels, faites un petit jet de perception, un petit jet de discrétion, et là, soudainement, un Otyugh, créature tentaculaire, sort d'un amoncellement de déchets et t'attaque. Avant de rouler à l'initiative, on va aller voir ce que l'autre groupe fait. Fait que là, déjà, le joueur est dans « Oh non, mon Dieu, je vais me battre seul contre un monstre ». Il regarde sa feuille de personnage, il regarde ses options, pendant que
on va voir l'autre groupe qui va aller voir le magicien. Petit jet de diplomatie, petit jet de tromperie. Et là, le magicien fait « C'est très intéressant vos découvertes. Mon maître sera très content d'apprendre cela. » Et là, vous êtes comme « Oh non, le magicien est un traître! » Avant de voir ce qui va arriver avec le magicien, on va revenir à notre troublard. Donc, vous passez de cliffhanger entre les deux groupes. Ça va vous forcer, en fait, à trouver des moments de rupture, des pivots narratifs dans votre partie pour faire « OK, à quel moment je laisse en plan cette section-là de l'histoire pour revenir à mon autre groupe. » Puis vous allez voir, ça crée une dynamique super intéressante autour de la table. Fait qu'il ne faut pas se gêner d'utiliser cet outil-là. Ça peut être plein de moments de rupture, ça peut être la découverte d'un nouvel objet magique, ça peut être un moment de règle un peu confus. Par exemple, le magicien est comme « Ah, attends un petit peu, je me souviens plus ce que ça fait, ce sort-là, mais j'aimerais vraiment l'utiliser. » C'est comme « Ah, ben regarde, check les règles, pendant ce temps-là, on va aller voir ce qui se passe avec le roublard. » De passer d'un groupe à l'autre comme ça va vraiment être un outil super intéressant pour vous. Après ça, le fameux équilibre. On s'entend, hein? C'est quelque chose où on a tellement peur de déséquilibrer notre partie, puis on se dit « Hey, le roublard, il est tout seul contre un monstre! Ça va être terrible pour lui, ça va être une expérience désagréable, il va se faire tuer! » Moi, des fois, j'ai l'impression qu'un joueur confronté à une situation unique, inédite, qui n'est pas la routine de « Ah, ben là, je vais rouler mon initiative, je vais me cacher dans l'ombre comme je fais à chaque bataille. » Soudainement, il est confronté à un nouveau défi. Le roublard doit affronter un monstre seul. C'est là que les joueurs vont devoir utiliser les tactiques qu'ils utilisent peu fréquemment. Fuir, battre en retraite, se cacher, sortir un objet magique qu'il avait dans son sac depuis une éternité, une potion d'invisibilité. J'avais oublié que j'avais ça, mais là, soudainement, ça va me sauver la vie. Fait que moi, au contraire, je pense que de déséquilibrer votre partie là, en morcelant votre groupe et en les rendant vulnérables, c'est d'autant plus d'opportunités, de tension, d'excitation pour vos joueurs. Par exemple, comme dans l'exemple que j'ai donné, là, il y a 2 combats qui éclatent en même temps. Ça peut sembler être le cauchemar d'avoir un combat avec un magicien et un combat avec un Otyugh dans 2 lieux différents. Mais moi, je pense qu'au contraire, l'initiative dans Donjons Dragons, ça rend ça encore plus simple. Faites une seule piste d'initiative avec tous les participants, puis alternez d'un lieu à l'autre. Donc, quand c'est le roublard, vous décrivez la situation des égouts. Puis là, 17, on revient à l'initiative du magicien, fait qu'il va vous lancer un sort. Moi, je pense que l'initiative dans Donjons Dragons va vous permettre de naviguer de cette façon-là entre les 2 lieux, les 2 narrations, de façon super satisfaisante. Aussi, il ne faut pas oublier que vous avez cet outil-là à votre disposition de si les choses tournent vraiment pas comme prévu et que la séparation du groupe fait que soudainement, les 2 parties du groupe se retrouvent dans 2 quêtes différentes. Vous êtes comme comment je vais faire pour les ramener ensemble? Vous avez l'option de dire « Hey, OK, jeudi prochain, Mathieu et Max, venez. Puis après ça, la semaine d'après, je vais faire ce qui se passe avec Marc-André puis Daniel. » Donc, il y a la possibilité de vraiment séparer les joueurs. Donc, de créer 2 trames qui vont peut-être éventuellement se retrouver. Puis ça aussi, c'est un outil qu'on doit utiliser plus souvent parce que, comme joueur, c'est vraiment satisfaisant d'avoir été témoin de choses que l'autre groupe n'a pas vues, d'avoir rencontré des personnages, d'avoir découvert des trésors, puis de finalement, quand on se retrouve, de les partager, ces infos-là. Fait que ça, c'était mes petits conseils si vous avez envie de prendre le risque de séparer votre groupe. C'est sûr qu'il faut le faire avec délicatesse. Si vous ne vous sentez pas à l'aise encore de le faire, c'est un bon conseil de ne juste pas séparer le groupe, trouver des façons de rester ensemble. Mais vous allez voir que ça vaut la peine de l'explorer parce que c'est le fun de raconter des histoires différemment. Puis ça vient varier un petit peu la façon de mener notre partie comme maître de jeu. Puis ça peut être un outil vraiment intéressant. C'est un conseil que j'ai trouvé dans le livre de Justin Alexander qui s'appelle « So you want to be a game master? » C'est un livre qui est publié, c'est de Alexandrian, donc il y a un blog sur Internet. Fait que si vous voulez avoir des conseils comme ça, vous pouvez aller consulter son livre. Je trouve que c'est un ouvrage qui est super intéressant. Si vous voulez voir une aventure où on sépare notre groupe, Vampire la Mascarade, c'était pas pire bon. Charles Beauchesne qui faisait justement un Nosferatu pas sortable. Fait que, salut Internet! À bientôt!